Si vous allez chez les Banyamulenge, vous allez à Mulenge, vous allez à Minembwe, vous allez voir comment est-ce qu'on est en train de massacrer nos frères, comment on est en train d'égorger les vaches. Pour quelles raisons? Ce sont simplement des intérêts économiques. La jalousie. Les Kassayens étaient discriminés. Donc, quand tu es Kassayen, tu es méchant. Il y avait même une expression où on disait en lingala, Boma Muluba, Tikanyoka, ce qui signifiait tuer le Kassayen, laisser le serpent. Alors, ça m'a révolté. Et aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a des Banyamulenge, des Tutsis, des Ema qui sont massacrés. Ça ira très loin. Je vous rappelle, et je l'ai toujours dit. Quelle est votre idée sur les élections qui se préparent bientôt en RDC? Moi, je me dis que le développement du pays ne dépend pas des élections. Moi, je ne vois pas les élections dans un climat de fraternité, dans un climat de discrimination, dans un climat de division. S'il s'agirait de reporter les élections pour que l'on résout d'abord le problème d'unité nationale, moi, je pense que ce sera la première proposition du PMVS. Nous voulons d'abord la paix, la discrimination et les élections après. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, partout où vous êtes. Moi, c'est Bonfils Gapangwa, le journaliste sur BMC Radio et TV. Nous sommes à Nairobi avec l'association des avocats en provenance des différents coins du pays, avec même les victimes des communautés Tutsi, Banyamulenge, Hema et le Jat du Nord. En cours de cette session, nous avons les différents invités devant notre caméra. Nous avons un invité, celui des grands activistes au Congo qui a témoigné. Son témoignage, comment il a aussi fait un sacrifice en intervenant au problème de Tutsi qui a duré depuis longtemps. Monsieur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous pouvez d'abord commencer par la présentation. Merci. Je suis Ludovic Kalengai. Ludovic Kalengai, je suis coordonnateur d'une ONG PMVS. PMVS signifie Programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation. L'objectif principal du PMVS, c'est de promouvoir le développement intégral et intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes du pays. Nous intervenons dans plusieurs domaines, mais depuis plus de 3 ans, nous sommes focalisés sur la question de l'unité nationale, de la fraternité, de la cohabitation pacifique. Ainsi, nous luttons contre la discrimination, la xénophobie et contre les massacres de nos frères Tutsi et Banyamulenge à l'est du pays. Quand est-ce que vous avez commencé cette association, surtout à l'intervention des Tutsis congolais? Bon, d'abord, ça a commencé très tôt. Nous étions en train de le dénoncer depuis, je me rappelle, depuis déjà la reprise en 2001 et 2002. Mais là où nous étions encore enfants, nous n'avions pas eu de voix à pouvoir passer, mais on discutait entre amis et frères. Quand nous avons eu cette maturité de discuter, c'était déjà depuis 2018. Depuis 2018, nous avions appris de l'histoire. D'abord, je me suis rendu dans le Nord Kivu, je me suis rendu à Rutshuru, à Masisi. Ça m'a permis de connaître très bien l'histoire de nos frères. Je suis allé aussi dans le Sud Kivu. Ça m'a permis de connaître très bien l'histoire de nos frères afin de mettre en place un mécanisme de résolution des conflits. Donc vous étiez parti juste pour ce problème, ou soit c'était en promenade? Non, exactement. Nous étions partis parce que vous savez, avec le combat que l'on fait, avant de se lancer dans un combat, on doit connaître l'histoire. Oui. Nous sommes allés, nous avons fait une séance de travail, de connaissances et de récoltes des données. Nous avions appris ce qui s'était passé réellement au Rwanda à l'époque, où il y a eu les Tutsis qui ont été massacrés par les Hutus, ce qui a déclenché le génocide perpétré contre les Tutsis. Et ça nous a permis d'amener un mécanisme de résolution de conflits. Et le travail de terrain, nous l'avons commencé en 2019. En 2019, nous avons commencé le travail de terrain parce que nous avions déjà connu l'histoire. Il y avait les Tutsis qui continuaient à être discriminés, même à Kinshasa. Vous allez voir, parce que déjà dans le collectif imaginaire congolais, le Tutsi est considéré comme un Rwandais. Tout Tutsi est considéré comme un Rwandais, ou tout Tutsi est considéré comme un M23. Et le M23 de sa part, selon le gouvernement congolais, sont des terroristes.
Les Rwandais, selon les collectifs imaginaires congolais, sont ceux-là qui massacrent le Congolais, le Rwandais plutôt. Alors, c'est qui déclenche un conflit permanent et une division permanente entre nos communautés. Même ce qui se passe là, vous allez le rencontrer à côté de Kinshasa, dans la province de Maïndombe. Il y a les Téké qui sont massacrés par les Yaka. Quand vous allez en Ituri, vous allez voir les Lendu qui massacrent les Hema, et ainsi de suite. Alors nous nous sommes dit, ce seul moyen, c'est de pouvoir lever la voix. Nous avons organisé beaucoup des activités à Kinshasa, à Goma, par-ci, par-là. Nous avons saisi officiellement le chef de l'État. À l'époque, nous avions saisi, je vous rappelle, quelques mois avant même que l'ambassadeur italien puisse mourir à l'est du pays, nous avons saisi le Premier ministre, Sama Lukonde, de la RDC, qui lui-même avait dit que sa nomination en tant que Premier ministre, il avait comme seule solution de régler le problème à l'est du pays. Nous l'avons écrit pour lui faire voir les risques permanents qu'il y a. Mais permettez de vous interrompre, M. Ludovic. Ouais. Je me demande pourquoi ces autorités du gouvernement souvent donnent des promesses, mais n'arrivent pas à l'exécuter. Voire même le président de la République, la fois passée, quand il était à Goma, il a dit qu'il est prêt même à céder sa vie en fait de restaurer la paix à l'est du pays. Mais rien n'a été changé jusqu'à maintenant. Vous avez l'espoir qu'avec toutes ces promesses qu'il donne, qu'il y aura vraiment un changement? Moi, je me dis d'abord, nous devons savoir que dans un État, il y a un problème, il y a question d'interaction. L'interaction, c'est ce qui signifie les gouvernants et les gouvernés. Les autorités peuvent prendre des décisions, mais qu'est-ce que moi, par exemple, Congolais, j'ai fait, qu'est-ce que j'apporte pour trouver des solutions? Moi, je me mets toujours à notre place, en tant que coordonnateur du PMVS. Nous trouvons tous les mécanismes de saisir les autorités. Nous organisons des activités de réconciliation, de fraternité et de paix. Mais il faudrait savoir que le mal est très profond. Le mal est très profond, c'est qu'il demande du temps. Le temps que ça a pris pour créer ce cancer dans la tête des Congolais, je pense que ça va être aussi le même temps qu'il faut pour pacifier le pays. Mais ce que nous demandons aux autorités congolaises, c'est de montrer cette bonne volonté de réconciliation mutuelle, de pacification, de fraternité. C'est le seul moyen qui va donner de l'espoir au peuple congolais de pouvoir réussir. Moi, je me dis, vous avez suivi les témoignages, il y a les Codeco qui massacrent et qui tuent les familles. Dans le Nord Kivu, il y a les FDLR qui opèrent depuis des années. Il y a un ministre dont j'étais les noms, qui a demandé même que les FARDC, l'armée congolaise, puissent collaborer avec d'autres groupes armés. Et c'est une division totale. Mais moi je me dis, vous, la presse, aidez-nous à faire entendre notre voix. Nous menons des activités. Comme aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de travailler sur un travail de fond à récolter les données, les témoignages pour que nous puissions saisir la Cour pénale internationale. C'est un travail de fond qui va prendre le temps. Et nous demandons aussi la participation des autorités congolaises, des autorités de l'EAC, des autorités de tous les présidents des différents pays, de pouvoir essayer de nous faire confiance et d'ouvrir la porte à la paix et au dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. L'insécurité s'accentue même à Kinshasa. Et moi, je pense que les solutions doivent être profondes pour trouver des solutions idoines pour sauver le pays. Monsieur Ludovic, vous êtes de quelle tribu? Je suis du Kasaï, présentement. Je suis du Kasaï. Et si c'est pour une petite histoire, le combat que je mène, c'est une révolution parce qu'à l'époque, entre 92, 93, 91, 94, les Kasaïens étaient discriminés. Donc, quand tu es Kasaïen, tu es méchant. Il y avait même une expression où on disait en lingala, Boma Muluba, Tikanyoka, ce qui signifiait tuer le Kasaïen, laisser le serpent. Alors, ça m'a révolté. Et aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a des Banyamulenge, des Tutsis, des Hema qui sont massacrés. Ça ira très loin. Je vous rappelle, et je l'ai toujours dit, aujourd'hui, à la tête du pays, il y a un Kasaïen. Si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème de discrimination, quand le Kasaïen perdra le pouvoir, à la fin, ça sera le Kasaïen qui sera discriminé. Et ça sera une révolution totale.
C'est pour cela que j'appelle mes frères de toutes les communautés à rejoindre le combat de lutte contre la discrimination. Ça va nous aider tous, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours dit que la RDC est une mosaïque culturelle et linguistique. Ensemble, c'est ce qui forme le Congo. En divisant, en excluant les autres, on divise le développement, on écarte le développement et on écarte tous les projets de société qui pourront aider les pays à avancer. Nous avons attendu beaucoup de discours qui sèment la haine dans la population congolaise. Et ces discours ont été parlés par de grandes personnes dans le gouvernement. J'ai vu même ceux qui travaillent dans le gouvernement exécutif, ceux qui travaillent dans le Parlement, surtout les députés nationaux et provinciaux, qui sèment surtout la haine contre les Tutsis. Et il le fait sur les médias. Le gouvernement ne parvient pas à prendre des décisions. Cela vraiment montre quoi, ou qu'est-ce que vous faites, vous qui se sont donnés pour intervenir? Moi, j'ai toujours dit que le silence est une complicité. On le dit toujours. Vous allez voir au niveau du Sud Kivu, il y a un ancien ministre qui s'appelle Bitakwira, qui dit de n'importe quoi à tout moment. Je lui ai vu, moi, j'ai été dans son bureau à Kinshasa, j'ai fait les échanges avec lui. Mais quand il s'exprime, lui aussi dit que ce sont les Tutsis qui amènent les problèmes dans le pays. Voilà. Alors, allons ensemble à l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux donner une anecdote par rapport à l'histoire et de ramener ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Nous vivons les conséquences de la mauvaise gestion frontalière. L'homme blanc, quand il est venu, il n'avait pas de frontières. Quand il est venu, il a commencé par diviser les communautés en divisant les frontières. C'est lui qui dit, bon, ici, ça s'appellera tel pays et de l'autre côté, tel pays. Tutsi, Hutu, n'a jamais été racial ou morphologique. C'était qu'une stratification sociale. On pouvait quitter de Hutu à Tutsi et de Tutsi à Hutu. Tout dépendait du nombre de vaches. C'est que ça, c'est incontestable, tout le monde le sait. Même si vous allez au Rwanda, vous allez connaître que les Hutus et les Tutsis n'ont qu'une seule culture. Par contre, en RDC, en République démocratique du Congo, nous avons plusieurs cultures. L'homme blanc, quand il arrive, il observe, il trouve une différence. Il voit qu'il y a certains, parce que les Tutsis sont des éleveurs, les Hutus sont des agriculteurs. Alors, il trouve une différence. Il voit qu'il y a certaines catégories de personnes qui ont plusieurs vaches, qui sont très organisées. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon voilà, celui-là, on l'appelle Tutsi. On voit la couleur de la peau, on voit la forme du nez. Et celui de l'autre côté, on l'appelle Hutu. C'est lui-même qui donne ce nom. Alors, ça créait aussi une jalousie auprès des autres. C'est pour cela que vous allez voir déjà en 1959-60, il y a eu le premier, qui a commencé déjà le premier génocide du Rwanda. En cette période-là, entre 60 et 61. Il y a eu ceux-là qui ont quitté le Rwanda, qui sont allés se réfugier au Kenya, au Congo, en Europe et par-ci par-là. Et on ne pouvait plus parler des Tutsis au niveau du Rwanda. Les autres sont venus en RDC, mais vous devez savoir que lorsqu'on a comment diviser les frontières, du côté de Rutshuru, du côté de Masisi, c'est un lieu rwandophone, c'est le Kinyarwanda qui existe là parce que ça appartenait au royaume Rwanda. Ça, c'est une vérité. Oui. Et en 1991, quand il y a eu l'attaque de FPR pour revenir au pouvoir, la mort d'Abiyarimana a eu à déclencher le génocide. Les Hutus ont commencé à massacrer les Tutsis. Et on a eu à déclencher l'opération turquoise. L'opération turquoise, ça a permis à ce que les réfugiés, avec armes et munitions, sont venus en RDC. Ils sont allés à Rutshuru, Masisi et tout là. Ils ont vu les mêmes visages qu'ils voyaient de l'autre côté. Ils ont continué à massacrer jusqu'à aujourd'hui. C'est là où il y a eu des groupes armés. En cette position-là. Essayez de nous dire, qui est-ce qui a demandé dans le monde d'être né Tutsi, d'avoir cette couleur qui a été identifiée par l'homme blanc, ou d'avoir beaucoup de vaches? Non, c'est divin en fait. Alors, on ne va pas dire que les Tutsis sèment de la terreur. Pourquoi? Du fait qu'ils sont simplement Tutsis. Si vous allez chez les Banyamulenge, vous allez à Mulenge, vous allez à Minembwe, vous allez voir comment est-ce qu'on est en train de massacrer nos frères, comment on est en train d'égorger les vaches. Pour quelles raisons? Ce sont simplement des intérêts économiques. La jalousie. Et les politiciens amplifient les choses d'une autre manière. On nous dit autre chose pour amplifier la haine. Mais c'est quoi la solution?
Pourquoi pas rappeler, se mettre autour d'une table? Pourquoi simplement accuser les autres? Moi, je me suis dit, bon, voilà, c'est lui qui sème la terreur. Ok, il y a un médiateur. Le médiateur approche, il nous met ensemble. Et on avance. Et qu'on enlève cette racine de la discrimination, de la haine, du tribalisme qui veille en nous. Nous devons changer de forme de vie. Nous devons apporter l'amour, la paix, la fraternité, afin de recevoir l'amour, la paix et la fraternité. C'est ce qui est réel. Alors moi, je me dis, le seul moyen d'espérer la voie du changement, c'est dans le dialogue, c'est dans la paix, c'est dans la fraternité. Pas dans la haine, pas dans la division, pas dans l'exclusion, pas dans la séparation. Vous rencontrez surtout quels obstacles en processus de réconcilier les communautés en RDC ou en cherchant comment ramener la paix, la cohabitation entre les communautés? Oui. Bon, les obstacles que l'on rencontre, c'est le silence de notre gouvernement congolais par rapport au combat. Nous menons, parce que nous écrivons, nous dénonçons à tout ce qui se passe, mais nous ne sentons pas une volonté politique des autorités congolaises pour essayer de mettre fin à cette tragédie. On ne sent pas ça, c'est ça notre seul obstacle. Mais de l'autre côté, nous avons des encouragements de ceux-là, de ces victimes, qui nous encouragent nuit et jour pour notre combat. C'est ce qui nous donne encore l'espoir qu'un jour ça ira. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons par-ci par-là, pour essayer de donner notre voix, de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, nous sommes avec le collectif d'avocats. On réfléchit, c'est un travail de fond pour que nous puissions changer les choses. Et j'ose croire que ce travail aura un fruit. Parce qu'en travaillant, on dit il faut travailler, il faut avancer pour espérer avoir de fruits. Et nous appelons aussi les instances internationales de se pencher sur cette question. L'EAC, la SADC, la communauté internationale et le gouvernement congolais à s'impliquer totalement. Nous demandons aussi aux autorités des pays membres de l'EAC de pouvoir vraiment s'impliquer pour qu'il y ait une solution pacifique politique pour sauver notre pays. Souvent, toute personne qui s'élève pour parler à l'intérêt ou à l'intervention des Tutsis, il est aussi condamné. Et des fois, ils les appellent aussi les Rwandais, où ils disent qu'on vous a corrompu pour intervenir. Qu'est-ce que vous pensez sur votre vie? Est-ce que tu ne crées pas qu'un jour aussi tu peux être condamné ou même perdre ta vie à cause des Tutsis? Non, moi, on m'appelle déjà Rwandais, ça me fait pas mal. Pourquoi? Parce que le Rwandais n'est pas un animal, c'est un être humain. Les gens m'appellent Tutsi, ça ne me fait pas peur et ça ne dit rien. Pourquoi? Écoutez, la seule chose qui nous aide, c'est la vérité. Là, nous savons que nous menons un combat noble et nous n'avons peur de personne. On n'a pas peur. Moi, je me dis que réellement, ce que nous faisons, c'est ça l'état de droit. Nous sommes en train d'aider le pays, nous sommes en train d'aider les chefs de l'État et ils le savent. Et nous n'allons pas arrêter de continuer ce combat pour un groupe d'extrémistes qui sont tout autour des autorités afin de nous faire peur. Non. Nous continuons notre combat parce que nous savons que ce que nous disons, c'est la vérité. Nous continuons notre combat parce que nous savons que tout ce que nous disons va réconcilier le pays. Et nous sommes prêts à aller plus loin pour continuer ce combat. Pourquoi il y a toujours la haine contre les Rwandais au Congo? Ils arrivent même à appeler les autochtones, je dirais surtout les Tutsis, les Banyamulenge, les gens du Nord qui sont des étrangers. Ils ignorent l'histoire bien connue que ces gens ont été là avant le partage de l'Afrique. Mais jusqu'à maintenant, ils les appellent les Rwandais, ils les condamnent de rentrer chez eux au Rwanda. Pourquoi certains Congolais ignorent la Constitution et ils utilisent souvent cette question comme les réseaux de chasser ou de discriminer les Tutsis congolais? Bon, la plupart des Congolais n'ont pas la culture de la découverte, la culture de la lecture, la culture de la recherche. Beaucoup de personnes qui disent que ce sont des Rwandais sont des personnes qui ne sont jamais arrivées même à Goma. Quand vous arrivez à Goma, il suffit simplement d'être à la petite barrière entre Gisenyi et Goma. Vous allez constater qu'il y a un échange commercial et transfrontalier permanent qui a continué depuis des années. Alors, quand vous allez à Rutshuru, vous allez le voir. La plupart des personnes qui le disent ne connaissent pas l'histoire. Ils n'arrivent pas à connaître l'histoire. Ces genres de choses existent partout. Quand vous allez dans le Kasaï, il y a la frontière à Kamako entre le Kasaï et l'Angola. Il y a des échanges transfrontaliers. On ne dit pas celui-là est angolais, celui-là est congolais. Quand vous allez en Europe, vous allez à Anvers, à la frontière entre la Hollande et la Belgique,
Quand vous allez même en Anvers, les études, tout se font en néerlandais. Mais ce ne sont pas des Hollandais, ce sont des Belges. C'est partout dans le monde. Alors, nous devons accepter cette association culturelle parce que nous vivons les mauvaises conséquences frontalières. C'est l'homme blanc qui est venu nous diviser, chers journalistes. Et nous ne devons pas continuer cette division pour opposer les peuples d'une même communauté à vivre dans la division. Non. Nous devons apprendre cela, c'est pour cela que nous chantons chaque jour et nous rappelons cette histoire pour que les peuples congolais puissent comprendre réellement ce qui se passe. Alors, si là, les autres appellent les autres des étrangers, c'est déjà une discrimination. Nous ne pouvons pas vivre dans cette discrimination. Chacun est libre de vivre là où il est, de parler sa langue. Vous vous rappelez, le ministre Mouyaya l'avait dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Pourquoi il a dit? Parce que ça se parle dans le Rutshuru, ça se parle dans le Massissi. Ça se parle dans le Nirangongo. Vous allez voir, c'est la langue, c'est le Kinyarwanda qui se parle. Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis, l'homme blanc, quand il a divisé les frontières, il n'a demandé l'autorisation à personne. Il y a un frère qui a un cousin de l'autre côté, mais lui, il est de l'autre côté. La Constitution nous parle déjà du fait de la nationalité. Alors, je pense que les Congolais doivent se référer à cette Constitution, la lire et la comprendre. Mais pas la comprendre de leur manière, mais la comprendre réellement, parce que tout a été dit. Monsieur Ludovic, vous faites un grand travail, surtout de la plaidoirie, c'est à partir de là que je vous ai connu. Mais j'ai une question de curiosité. Si aujourd'hui, le gouvernement congolais ou les gens qui sont contre les Tutsis congolais arrivent à vous corrompre aussi, ils vous donnent de l'argent aujourd'hui et vous conditionnent, ou vous donnent un travail de contredire tout ce que tu fais et aussi de vous mettre ensemble pour combattre les Tutsis, tu ne peux pas accepter cet argent? Plusieurs personnes sont venues et chaque jour ils viennent. Mais j'ai toujours un moyen de leur faire voir que je ne suis pas prêt à trahir ma propre conscience et ma loyauté. Ce que je fais, je ne le fais pas pour plaire aux autres. Je ne le fais même pas pour plaire à moi-même. Je le fais consciemment parce que je sais que c'est un travail noble. Et devant l'argent, devant la corruption, je tourne le dos. Je fais ce travail, personne ne m'a demandé de faire ce travail, personne ne m'avait motivé avant. Je l'ai découvert moi-même, j'ai continué ce combat et je me sacrifie. Je vis dans la ville-province de Kinshasa où il y a toutes les institutions et je mène mes activités sans crainte, sans peur à Kinshasa. Ce qui signifie que je sais que mon travail est noble. Et ce travail me payera plus tard, pas maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes ensemble avec l'association des avocats et vous êtes en train de faire les enquêtes avec les victimes Tutsis. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Demain, nous serons à la fin. Et vous pouvez donner quel espoir, surtout aux victimes et aux Congolais qui sont dans les conséquences de ce problème de tuerie qui a duré depuis longtemps? Notre démarche, notre travail est une source d'espoir d'abord. Nous utilisons tous les moyens possibles pour mettre fin à cette discrimination et nous demandons la participation de tous et nous demandons aussi merci aux membres des communautés qui nous accompagnent nuit et jour pour faire ce travail et nous leur disons que nous n'avons pas l'idée d'abandonner ce travail. Nous allons continuer, nous allons utiliser tous les mécanismes possibles pour mettre fin à cette discrimination. L'espoir, c'est notre travail que nous faisons. On ne lâche pas, on ne se fatigue pas. Nous demandons d'être toujours avec nous, de nous mettre dans des prières, de nous accompagner et de nous donner toujours l'espoir aussi pour que nous puissions continuer ce combat ensemble et libérer le peuple congolais qui se trouve dans une prison de discrimination. Avant de prendre la conclusion, qu'est-ce que tu peux dire au gouvernement congolais? Je pense que c'est la seule qui a la responsabilité de chercher la solution ou de finir ce problème que vous êtes en train aussi de parcourir. Oui, personnellement, je le sais, au gouvernement congolais, plus précisément à la présidence de la République. Le président de la République, en 2019, avait mis en place une agence de changement de mentalité. Moi, je crois que cette agence de changement de mentalité a un grand travail à faire dans la lutte contre le tribalisme et la xénophobie et la discrimination. Nous avons déposé au niveau de l'Assemblée nationale et à la présidence de la République
qu'on puisse mettre en effectivité une loi contre la discrimination qui avait été déjà déposée à l'Assemblée nationale. Nous pensons que cette loi contre la discrimination, lorsqu'elle sera votée à l'Assemblée nationale, c'est qui fera à ce qu'il y ait même des arrestations de certains membres de l'entourage des différentes autorités qui oseront tenir des propos discriminatoires ou des propos de xénophobie, que cette loi puisse être mise en rigueur. Et je demande encore au gouvernement congolais de lancer une campagne d'unité nationale, de fraternité, et de le faire dans l'effectivité pour intégrer toutes les populations, surtout ceux-là qui sont discriminés chaque jour et qui vivent des traumatismes mentaux chaque jour, et de leur redonner l'espoir de pouvoir retrouver une dignité. Quelle est votre idée sur les élections qui se préparent bientôt en RDC? Moi, je me dis que le développement du pays ne dépend pas des élections. Moi, je ne vois pas les élections dans un climat de fraternité, dans un climat de discrimination, dans un climat de division. S'il s'agirait de reporter les élections pour que l'on résoudre d'abord le problème d'unité nationale, moi, je pense que ce sera la première proposition du PMVS. Nous voulons d'abord la paix, la discrimination et les élections après. Merci, M. Ludovic, pour nous accorder votre état. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant de prendre la conclusion. Non, c'est moi qui vous remercie d'être venu et je suis très content d'avoir répondu à vos questions. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous serons aussi heureux de vous voir à Kinshasa pour couvrir nos activités qu'on fait et qui pourra encore rendre public et faire entendre notre voix sur toute l'étendue de l'Afrique. Merci à tout le monde qui nous a suivis. S'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne pour plus de vidéos. Vous étiez avec moi, Bonfils Gapangwa. On vous souhaite la paix en RDC et l'amour.